Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons en ce mercredi 25 mars en direct depuis le studio 107 de Paris-Normandie avec Thierry Rabhi, rédacteur en chef. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain. Avec Thomas Dubois, journaliste à Paris-Normandie. Bonjour Sylvain. On vous a diffusé ce petit clip d'une trentaine de secondes pour insister à nouveau, c'est le claim d'ailleurs de Thierry Rabhi et de toute l'équipe à Paris-Normandie sur ici c'est fiable, ici c'est pas fake, et ça c'est particulièrement important Thierry. On en reparle peut-être quelques secondes. On en reparle tous les jours, mais effectivement, ce que je disais hier, on nous pose beaucoup de questions, on nous interroge parfois, on n'a pas forcément la réponse en temps réel, parce que derrière, on a une nécessité de recouper l'information, de la vérifier. Donc on est désolé si on ne peut pas répondre à l'antenne, notamment entre 12 et 13, aux internautes qui nous posent des questions très précises sur certains sujets. Je préfère, et Thomas ou Anthony et vous-même Sylvain, on préfère ne pas vous donner des réponses erronées si on n'a pas vraiment la réponse à la question. Voilà, on va disséquer, si je puis dire, la une d'aujourd'hui de Paris-Normandie. On va avoir un spécial immobilier. Toutes vos questions les plus simples, d'ailleurs, qui concernent la location, qui concernent la propriété, l'achat, la vente. On aura Sylvain Castaigne tout à l'heure. On va aller à Elbeuf. On ira de plus en plus au contact des maires. On sera avec le maire d'Elbeuf. Et puis également, on va aller voir comment on vit sur une péniche, le confinement. On va retrouver une famille de 4 personnes avec 2 jeunes enfants au Vaudreuil en confinement. Bref, plein de choses et d'autres encore. Ça commence maintenant, ces lignes ouvertes. Vous le voyez, je l'ai, il est là, Thierry et Thomas. C'est le pain du confiné. Il pèse 4 livres, il nous vient de la boulangerie de Jocelyn Calto et de son épouse. Ils sont à Darnétal. Ils sont place Waddington. Et on a diffusé le reportage hier, il est beau. L'idée de Jocelyn Calto et de son épouse, c'est simple, c'est d'aider les gens à rester chez eux. Ne sortez plus tous les jours acheter votre pain. Avec ça, ça tient la semaine. Et on aura tout à l'heure Jocelyn, parce que c'est une initiative qui est très, très, très sympa. Ouais. Effectivement, car ce pain du confiné nous a été alerté par Jocelyn Calto, le boulanger de Darnétal, qui ce week-end nous a fait un petit post Facebook. Et donc, nous lisons bien sûr tous les messages que nous recevons sur nos réseaux sociaux. Et donc, de ce petit message envoyé sympathiquement par Jocelyn Calto est venue l'idée d'aller faire le reportage et de vous présenter cette initiative solidaire et citoyenne qui permet aux gens de ne plus sortir tous les jours acheter leur pain, mais 2 fois par semaine. Et c'est très bien. Vous faisiez part de vos souvenirs de jeunesse aussi. Exactement, parce que je disais Thomas, que les plus anciens d'entre nous se souviennent le pain de 4 livres. Qu'à une certaine époque, on n'allait pas acheter son pain tous les jours et qu'on achetait le pain pour la semaine. Donc je pense que nos auditeurs dans les campagnes ont connu cette période-là. Donc ça ne surprendra personne de voir un pain de cette dimension-là et il est vendu sur notre plateau. 3,50 €. Exactement, il est moins cher au kilo que n'importe quel pain ou baguette. Voilà, alors je ne sais pas effectivement ce que vous avez entendu de notre lancement. En tout cas, voilà, je ne reprends pas le détail. Énormément de choses aujourd'hui. Préparez vos questions pour le docteur Burel, il va être là. Préparez vos questions pour l'immobilier. Tout ce qui concerne l'immobilier, on aura Sylvain Castaigne, notre agent immobilier consultant, qui répondra à vos questions, beaucoup d'autres choses. Et puis alors, la une de Paris-Normandie, on commence traditionnellement par cette une. Thierry Rabhi et toute votre équipe de la rédaction, vous titrez au moins 6 semaines. Bien sûr, vous reprenez ce qu'on a appris hier. Effectivement, Emmanuel Macron est entouré maintenant d'un conseil scientifique. Il y a tous les plus grands scientifiques présentés en France qui sont autour du président de la République. Effectivement, les recommandations, les estimations sur la période de confinement, c'est 6 semaines. Donc ce serait 2 semaines plus 4, c'est-à-dire que les 2 premières semaines qui ont été décidées à partir du 16 mars. Donc ça nous conduirait jusqu'à fin avril. On attend maintenant une confirmation officielle de l'Élysée ou du Premier ministre Édouard Philippe afin de pouvoir après déclencher toutes les mesures, notamment les arrêts maladie pour les gardes d'enfants de moins de 16 ans. Il y a beaucoup de salariés ou de fonctionnaires qui attendent cette décision-là afin de savoir à partir de lundi prochain, du 30 mars, est-ce qu'ils seront en situation d'être en chômage partiel, de devoir poser des congés ou alors de pouvoir bénéficier de cet arrêt maladie spécifique lié à la garde d'enfants de moins de 16 ans. Justement Thierry, demain, dans le direct de demain, à partir de midi, on va essayer de commencer un peu plus tôt, vers midi moins 10, midi moins le quart, nous aurons une avocate spécialisée en droit du travail. Vous pouvez d'ores et déjà préparer vos questions pour tout ce qui concerne votre job et toutes les conséquences liées au coronavirus. Nouvelle attestation, Thierry, vous en avez certainement toutes et tous entendu déjà parler dans les médias nationaux, mais on assiste aussi, et Paris-Normandie d'ailleurs vous la propose. Toujours les 4 exemplaires que vous trouvez dans notre édition spéciale tous les jours. Donc là, c'est la dernière qui a été réactualisée avec le décret du 23 mars 2020
il y a un petit détail sur notamment l'horaire de sortie, il faut bien la spécifier. Ensuite, la sortie, elle est quotidienne, c'est une seule fois par jour, c'est 1 heure dans un périmètre d'1 kilomètre autour de votre domicile. Et donc, tous les motifs de déplacement sont bien précisés, il faut cocher la bonne case. Et on vous rappelle, c'est une fiche par personne et c'est à chaque sortie une fiche différente. Question d'une internaute. Après les 6 semaines de confinement, est-ce que l'on pourra sortir ? C'est le principe, justement, si la période de confinement s'arrête, effectivement, logiquement, retour à une vie normale, sûrement peut-être progressive, avec encore certaines restrictions. Et donc, nous serons dans l'attente aussi des différents décrets et circulaires qui devront être publiés afin de préciser justement la levée de ce confinement. Alors, tout ça on est est au tous... conditionnel, Oui, évidemment. Thomas. Non, je veux dire, tout ça est au conditionnel. Totalement au évidemment. conditionnel, Ouais, ouais, effectivement, puisque globalement, il faut attendre que les circulaires et les décrets soient publiés pour connaître effectivement le détail de ce qu'on a le droit de faire et de ce qu'on n'a pas le droit de faire. On est en période très difficile. Le mot d'ordre, d'ailleurs, que tout le monde reprend à son compte, c'est « soyons tous solidaires ». C'est un mot d'ordre aussi qu'on utilise aussi ici chez Paris-Normandie. Alors, comment on peut s'aider mutuellement, vous et nous ? Avoir un organe de presse régional qui diffuse une information fiable, vérifiée, de qualité, c'est important pour tous. On peut s'aider mutuellement, par exemple, avec cette offre de 15 jours gratuite qui est proposée par Paris-Normandie. Vous pouvez offrir un abonnement du journal papier à vos grands-parents, à des aînés, à des voisins qui sont âgés, qui pourront trouver chaque matin dans leur boîte aux lettres ou envoyé par porteur le journal qui devient véritablement un dossier quotidien sur le sujet. Et ça peut faire très très plaisir. Les conséquences positives, c'est que chaque fois que vous offrez un abonnement à une personne âgée pour 15 jours, la personne, chaque matin, elle pensera à vous. Et vous qui offrez, vous avez entre guillemets un cadeau, puisque Paris-Normandie vous offre pendant 15 jours également l'abonnement numérique avec tout le contenu. Accès à beaucoup d'informations, Thierry. Exactement, c'est l'intégralité de nos contenus qui sera en accès pour tous les abonnés pendant toute cette période-là. Et donc, c'est important de souligner d'ailleurs le travail de nos porteurs, là, l'équipe de Christophe Legrand, notre directeur de la diffusion. Il a une équipe de quasiment 200 porteurs qui, tous les matins, continuent de sillonner les rues des villes et des campagnes pour apporter le journal dans les boîtes aux lettres avant 7 h du matin. Donc, c'est un acte de solidarité vis-à-vis des équipes de la rédaction qui continuent de produire l'information. Mais sans les imprimeurs à Saint-Étienne-du-Rouvray, sans les porteurs de Christophe Legrand, nous ne serions rien. En étant de plus en plus nombreux à vous abonner et à saisir cette offre gracieuse pendant 15 jours, vous nous aidez à pouvoir continuer à vous informer, puisque vous imaginez bien que Paris-Normandie, comme d'autres médias, vivent de la publicité, et je ne vous fais pas de dessin, la publicité, en ce moment, évidemment, elle chute, et donc les revenus pour un média chutent également. Voilà, entraidons-nous, et ça sera formidable. On vous montre en quelques images, 2 minutes à peu près, comment on vit actuellement sur une péniche le confinement, et on se retrouve juste après. Mon métier, transporteur fluvial. Donc, on descend souvent des céréales. On remonte avec du sable. Bon. Là, le sable, pour l'instant, tout est arrêté. Donc, principalement des céréales alimentaires. Et, là, c'est du blé. On a 1200 tonnes de blé pour décharger demain. Donc, nous, la période de confinement, les enfants, au lieu d'aller un petit peu à terre, tout ça, quand il fait beau, ils n'y vont pas. Donc, ils restent au bateau. Bon, la différence, c'est que là, il y a l'école quand même, tout par Internet, visio. Le matin de 10h à midi, ils font des leçons, l'après-midi aussi. Et bon, il faut tout par Internet parce qu'on n'a pas d'accès, mais toujours au bateau, quoi. Donc, interdit de quitter le bateau. On est habitué à être séparés du monde, sauf que bon, le soir, des fois, on tombe avec des amis, tout ça, que là, voilà, chacun séparé. Il y a 3 jours, il y a mon frère qui s'est mis à bord à moi. Ben voilà, on s'est juste dit bonjour de loin. C'est vrai, c'est une drôle de situation. Bon, espérons que ça passe au plus vite, parce que c'est vrai que c'est pas agréable, même pour les personnes qui sont dans les hôpitaux, tout ça. Nous, bon, on a la chance de pouvoir travailler et être sans contact de personne. C'est moi aussi, donc au lieu de peut-être faire 3 tours dans le mois, on va en faire 2, quoi. Mais
on n'est pas les plus à plaindre. Donc là, bon, avec le bureau, c'est organisé aussi. Les papiers sont envoyés par mail, on ne va plus au bureau non plus. Donc tout se fait par mail pour éviter les contacts, quoi. Coucou Paris-Normandie. Voilà, très sympa cette petite famille qui vit sur l'Amiral, cette péniche qui était accostée hier soir au centre de Rouen sur la Seine. Précisons d'ailleurs que si vous aimez cette émission, eh bien, aidez-nous aussi à la diffuser plus largement. Partagez-la, diffusez-la, envoyez-la à votre communauté. Bref, plus nous serons nombreux, plus effectivement, il y aura quelque chose qui se tissera entre nous, quelque chose du cœur, hein, Thomas. C'est bon à prendre en ces temps difficiles. Une internaute nous dit, question à vous messieurs, est-ce qu'avec l'ancienne attestation, je peux quand même l'utiliser en mettant l'heure à la main? Est-ce que ça passerait? Alors là, c'est une colle. Merci. Oui. Merci pour cette la question. patate chaude, elle est pour Alors, vous, Thomas. Non, J'ai récupéré la colle. Alors, j'ai envie de dire qu'effectivement, je pense que les forces de l'ordre sont tolérantes à partir du moment où il s'était toléré de retranscrire manuscritement l'attestation. Je pense que si la personne rajoute les horaires sur l'ancienne attestation en mettant le motif... Dans un premier temps, au moins. Je pense que dans les hier, premiers jours, oui. je pense que les forces de l'ordre respecteront, ne verbaliseront pas ce type d'infraction qui n'en est pas vraiment une, puisque la personne a fait l'effort d'avoir son formulaire et d'avoir rectifié d'elle-même en la mettant à jour. Voilà. Et puis, comme quoi, et nous essayons d'ailleurs d'être le plus pratique, le plus service pour vous, comme quoi on vous aide parfois et ça nous fait plaisir. C'est internaute qui nous dit, grâce à vous et à l'émission d'hier, j'ai pu, avec les conseils que vous m'avez donnés, me rendre à mon don de sang, dans de bonnes conditions. Voilà. Merci à vous de nous faire ce retour. Encore une fois, ça nous stimule, ça nous motive. Et puisqu'on parlait du confinement en famille avec des jeunes enfants, eh bien là, on repasse à terre. On est avec une famille du Vaudreuil. Bonjour les parents. Bonjour. Bonjour. Alors là, je suis avec Kevin. Tout à fait. Kevin, est-ce que la maman est avec vous, Kevin, aussi? Non, pendant que je suis dehors au téléphone, elle s'occupe des enfants. Alors, D'accord. Kevin et Aline, vous êtes les parents de deux jeunes garçons qui ont quel âge? 4 ans et demi et 1 an et demi. Alors, dites donc, ça doit être sportif dans la journée pendant le confinement. On y arrive sans trop de difficultés, hein, ceci dit. Alors, on a des petites images. Voilà, regardez comme c'est sympa. On a des petites images qui passent de votre vie quotidienne. Thomas? Comment ils le vivent, vos enfants et comment vous leur avez expliqué surtout la situation? Alors, au petit, il n'y a pas forcément besoin d'expliquer puisqu'il ne comprend pas vraiment la situation. À la limite, il est content d'avoir plus souvent ses parents à la maison. Le grand, c'est pareil, il est content d'avoir ses parents à la maison plus souvent qu'à l'accoutumée, mais il se rend bien compte qu'il y a quelque chose de pas normal, notamment lui qui réclame beaucoup l'école. On a été obligé de lui expliquer qu'il y avait un virus qui traînait et qu'il était assez dangereux et qu'il fallait s'en protéger. Et donc, pour se protéger, on restait chez soi et on ne voyait plus personne. On vous voit sur les photos communiquer, je sais, c'est peut-être à leurs grands-parents, peut-être Les arrière-grands-parents, oui, tout à fait. On essaie de garder le contact aussi avec quand même la famille proche par Skype, par FaceTime. C'est vrai que c'est l'avantage des technologies aujourd'hui, c'est qu'on, même si on est loin, on peut être facilement en contact avec les autres. Il faut juste en profiter pour peut-être teaser l'émission de vendredi. Je crois nous aurons Serge Tisseron en plateau avec lequel on va évoquer toutes ces questions de gestion du temps avec les enfants, notamment la gestion des écrans. Je précise, Thomas, d'ailleurs, que Serge Trisson, c'est un grand spécialiste national. Il travaille à l'Université de Paris. Il est psychiatre et c'est l'un des grands spécialistes de la relation entre les humains et les écrans. Comment vous gérez peut-être déjà ce temps des écrans, mais même de manière générale, le rythme quotidien, est-ce que... Sans la crise, on limitait très fortement le temps des écrans. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, puisque aujourd'hui on vit quand même avec un monde entouré d'écrans. Mais on essaie de fortement limiter à 1 à 2 heures par semaine. Et plus généralement, la question du rythme, comment ça s'organise? Il n'y a pas vraiment de rythme programmé, c'est fonction des activités. On essaie d'en faire le plus possible avec eux.
Occasionnellement, ils vont quand même pouvoir regarder un petit dessin animé, comme vous pouvez aussi bien faire avec un Disney ou voilà. Et on voit que vous avez un jardin, on imagine que c'est précieux dans ces moments-là, non? On a la chance effectivement, clairement, d'avoir un jardin avec des activités pour eux, des toboggans, des balançoires, etc. Et ça, c'est avec le temps en plus qui est avec nous pour le moment. On a vraiment cette chance de pouvoir les faire sortir dans le jardin régulièrement pour les occuper. Kevin, qu'est-ce qui a été, depuis le début de cette période de confinement, qu'est-ce qui a été le plus difficile avec les enfants? Rien en particulier finalement. Non, ça va, tout s'organise à peu près bien. Il y a pas vous n'êtes pas tombé sur des points durs que vous n'auriez pas imaginé Pour l'instant, non. Après, j'ai envie de dire, ça fait que 10 jours. Je pense que dans 6 semaines, si toutefois on est encore confiné dans 6 semaines, la question pourra être posée éventuellement, mais pour l'instant, non, franchement, on a l'habitude de faire des choses avec eux, d'une manière générale. On a l'habitude de s'occuper d'eux, de jouer avec eux. Donc, oui, ça nous demande un petit peu plus de temps, et en même temps, ce temps, justement, on l'a. Donc, non, pour l'instant, pas de difficulté du tout. Vous vous adaptez. Merci beaucoup, Kevin et Aline, d'être intervenus pour nous faire partager ces tranches de vie quotidienne que de très, très nombreuses familles sont contraintes à vivre. Et puis, on pourra, si vous le voulez bien, vous retrouver peut-être la semaine prochaine, dans 4-5 jours, pour voir comment évolue la vie au sein de la famille à mesure que le confinement dure, puisqu'il dure. On va établir le contact. Avec plaisir. Voilà, merci à vous et je vous dis à bientôt. C'était sympa de participer. Voilà, merci à vous. Bonne journée. Pendant qu'on établit le contact avec le maire d'Elbeuf, Djoubé Merabé, peut-être Thierry, c'est le moment traditionnel de nous rappeler ce qu'on trouve aujourd'hui à la fois dans le journal papier et à la fois sur sa version web. Quels sont les points clés que vous avez traités aujourd'hui dans le journal? Donc il y a 20 pages, donc difficile de revenir sur les 20 pages, faire le détail. On a notamment un entretien avec le secrétaire d'État aux collectivités, Sébastien Lecornu, qui explique l'importance des élus locaux dans la gestion justement du rapport au quotidien avec le citoyen. Nous avons un point aussi avec la directrice de l'Agence régionale de santé, Madame Gardel, qui explique un peu les essais qui sont faits sur la chloroquine au CHU de Caen, sur les prescriptions qui pourraient être faites par des médecins généralistes. Nous avons un beau reportage aussi, une belle enquête d'Élise Kergal, une journaliste qui a travaillé, qui est allée voir ce qui se passait dans les supermarchés avec les caissières, qui sont aussi en première ligne, les caissières. Hein. On pense bien sûr aux soignants, mais il ne faut pas oublier aussi les caissières dans les supermarchés qui sont les premières à être en contact avec la population. On a un sujet sur les gendarmes d'Étretat qui font de la patrouille à cheval. Nous avons aussi un sujet sur l'atmosphère, l'impact de la baisse d'activité industrielle et de la circulation sur l'air que nous respirons, notamment dans les grandes agglomérations. Donc nous avons des sujets très très variés qui nous permettent d'avoir, je pense, un bon regard sur la situation en Normandie. Demain, on va travailler notamment sur la situation sur les EHPAD. C'est le deuxième point de tension, de crispation qui est inquiétant. En Ile-de-France, on annonce aujourd'hui que 100 à 150 EHPAD seraient touchés par des malades, des pensionnaires qui seraient positifs au Covid-19. Hier, il y a eu des informations quand même très alarmantes avec des dizaines de morts découverts dans des EHPAD à la fois dans les Vosges, en Haute-Savoie et aussi en Ile-de-France. Donc c'est un deuxième point de crispation important qu'il va falloir suivre, la situation dans les EHPAD. Ok, merci beaucoup Thierry. Donc voilà, il est toujours distribué dans les kiosques, c'est votre organe d'information de grande proximité. Et puis également la version web, on a un internaute qui nous dit ça serait sympa, outre les 15 jours d'information, les 15 jours d'abonnement à Paris Normandie, ça serait sympa d'avoir un abonnement pour des masques évidemment, et vous précisez que notamment les ambulanciers en manquent. Question aussi médicale d'une dame là, qui a un mari en radiothérapie et qui doit passer un scanner. On garde ça, madame, pour les 5 minutes qui viennent là. On sera avec le docteur Burel. Donc, vous nous regardez, vous êtes avec nous. Conservez bien vos questions. Le docteur Burel est là dans 5 minutes. Mais pour l'instant, Thomas, nous sommes avec le maire d'Elbeuf. Nous allons nous rapprocher chaque jour de ces élus locaux qui doivent gérer cette situation contraignante. Bonjour, monsieur Merabé. Bonjour. Vous êtes donc, je le rappelle encore, le maire d'Elbeuf. Et avec Thomas, ça nous intéresse d'avoir des informations de grande proximité s'agissant de la façon dont vous, maire d'Elbeuf, vous gérez cette crise. Djoubé Merabé, bonjour. Sébastien Lecornu, le ministre en charge des collectivités territoriales, ce matin dans Paris Normandie, a évoqué les difficultés, les sujets d'inquiétude des maires sur le terrain qu'il s'agisse du respect du confinement, du maintien des services publics essentiels. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez
rencontrés. Est-ce que vous êtes aujourd'hui suffisamment armés pour faire face à ces difficultés ? Aujourd'hui, les administrés elbeviens ont besoin d'avoir un maximum d'informations au regard des modifications qui ont été apportées sur l'usage de ces attestations. Donc, depuis ce matin, on fait preuve de beaucoup de pédagogie auprès d'eux, surtout pour leur demander de vraiment respecter les recommandations du gouvernement. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où le dialogue et l'échange est primordial. Et à l'heure où toutes les informations les plus fantasques les unes que les autres circulent sur les réseaux sociaux, on doit vraiment privilégier l'information exacte et juste. Aujourd'hui, les communes et l'État fonctionnent vraiment main dans la main ? Ça fonctionne ? Écoutez, tous les jours, moi je suis pratiquement en lien avec le commissariat. Je fais des points réguliers en tant que président du CHI Elbeuf-Louvieres-Val-de-Reuil avec le directeur et les équipes médicales. Aujourd'hui, ce travail, cette bonne coopération entre les maires et les services de l'État est indispensable. Et aujourd'hui, oui, on a de très bonnes relations. Et c'est indispensable. Attendez, je vous coupe. Monsieur le maire, vous me pardonnez parce que c'est un peu la règle du jeu dans cette émission. On essaie de coller au plus près, malgré les questions qu'on pose à nos invités, aux questions des internautes. D'ailleurs, vous pouvez avoir un avis sur la question. On nous pose la question, peut-on recopier manuellement la nouvelle attestation quand on n'a pas la possibilité de l'avoir de manière imprimée ? Oui, bien sûr, il y a des personnes qui connaissent la fracture numérique. Donc, il faut impérativement leur dire qu'il faut le recopier parce que sinon, ils n'ont pas d'autre possibilité pour pouvoir sortir au regard des recommandations du gouvernement. Thomas. Claudie Merbet, on parle beaucoup des EHPAD, évidemment, la situation dans les EHPAD. Quelle est la situation dans votre commune ? On imagine que vous êtes tenez informé de la situation des résidences des personnes âgées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Écoutez, aujourd'hui, les informations qui sont transmises sont rassurantes. Les professionnels des EHPAD sont au travail dans une situation qui est assez anxiogène pour elles, qui est facilement compréhensible au regard de l'évolution de l'épidémie. Donc moi, je fais confiance avant tout à leur grand professionnalisme et il faut être régulièrement à leur côté. Le fait qu'il y ait eu plusieurs décès au centre hospitalier d'Elbeuf, est-ce que ça nourrit aujourd'hui une anxiété supplémentaire dans la commune et ses environs ? L'anxiété, elle est perceptible et elle évolue de manière un peu plus forte tous les jours. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très attentif à l'information transmise. Donc, les médias jouent leur rôle et c'est indispensable et nécessaire. Il faut vraiment, et moi j'invite tous les jours les Elbeviens à faire attention aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. On le disait tout à l'heure. Oui, on le disait tout à l'heure, oui. Dramatiquement irresponsable pour certains. Aujourd'hui, effectivement, le fait d'avoir l'établissement à côté, ça peut provoquer de l'anxiété. Mais, moi, je dis à tous les Elbeviens, faites confiance aux médecins, faites confiance aux professionnels de cet établissement. Ils savent quoi faire, ils connaissent leur métier, ils le font avec énormément d'engagement dans cette période compliquée pour tout le monde. Donc, voilà, on a plutôt la chance d'avoir un établissement médical sur le territoire africain. Une question aussi, monsieur le maire, on joue le jeu de l'interactivité avec les internautes. On nous pose la question suivante, à propos d'une garde d'enfants alternée, manifestement donc les parents sont séparés ou divorcés. Est-ce qu'il faut que l'enfant ou les enfants demeurent avec l'un des deux parents ou est-ce que les enfants peuvent faire l'aller-retour d'une semaine à l'autre avec les parents ? Question concrète. Écoutez, dans les premières attestations de déplacement dérogatoire qui avaient été formulées, il y avait effectivement la possibilité, et je pense que c'est important de maintenir le lien entre les parents et les enfants, il y avait la possibilité de se déplacer pour ce motif. Ça n'a pas changé dans les nouvelles, donc c'est même important. Les obligations d'ordre familial font partie des sujets qui font partie des dérogations, oui. Et ça participe aussi à l'équilibre de la cellule familiale. Pendant que j'y suis, je précise qu'on ne nous regarde pas, monsieur le maire, que de la région Normandie, puisqu'on a quelqu'un qui nous suit depuis Poitiers. Et puis, il y a quelques jours, on nous suivait d'ailleurs depuis très loin, puisqu'on avait un petit coucou de Naples, du sud de l'Italie. Thomas, peut-être une dernière question, encore monsieur une question, oui. Je reviens à ce qu'a annoncé Sébastien Lecornu ce matin dans nos colonnes, l'idée que tous les votes
municipaux, des budgets seraient reportés en juillet. Alors, sans être trop technique, mais on sait quand même que ça a une importance, c'est très important pour la vie communale, ces votes des budgets, des subventions. C'est quelque chose qui, du coup, c'est une sage décision, ça vous rassure? Alors sur l'Alsace, c'est un peu particulier parce que nous avons voté le budget en décembre 2019 pour l'année. Ah, d'accord. 2020. Donc effectivement, aujourd'hui, nous aurions dû plutôt traiter le compte administratif de la ville. En tout cas, pour les élus et les maires qui sont concernés, bien évidemment, c'est une bonne nouvelle. On est dans une situation particulière où, dans le même temps, il faut qu'on ait cette capacité à anticiper et à prévoir l'avenir. Donc on a l'impression que c'est un temps figé. Pour les élus, pour les maires, ce n'est pas forcément un temps figé. Vous êtes toujours manette. Oui. Tenez, question également, monsieur le maire, on est intéressé par votre réponse sur le sujet. Un internaute nous pose la question suivante. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de fournir des thermomètres aux policiers lorsqu'ils effectuent leur contrôle sur l'espace public? Pour contrôler les administrés? Oui, avec le thermomètre. Oui, c'est pas simple d'obtenir l'autorisation d'un administré pour qu'on lui mette le thermomètre sur le front. J'imagine que si l'internaute nous pose la question, c'est parce qu'il voit dans les reportages télé, dans un certain nombre de pays, les contrôles qui se font avec le thermomètre sur le front. Oui, mais effectivement, il y a plein de choses qu'on peut voir à la télé, des pratiques qui sont faites dans d'autres pays qui ne sont pas forcément applicables sur le territoire national. En tout cas, les policiers municipaux sont sur le terrain. Aujourd'hui, ils appliquent et ils verbalisent les personnes qui, de manière délibérée, sont sur l'espace public plusieurs fois par jour sans attestation. Je crois plutôt à ça plutôt que de prendre la température des administrés. Monsieur le maire, peut-être encore une question. Oui, je vous en prie. Non, mais la difficulté, c'est de déterminer s'il a un peu de fièvre, pas de fièvre, à combien. C'est pas simple de demander à un policier municipal de faire ça. D'accord. Mais merci de votre réponse. Encore une fois, on relaie les questions des internautes. On essaie d'être au plus proche de vous qui nous suivez chaque jour. Monsieur le maire, on nous pose une question d'ailleurs au maire que vous êtes. Quel pouvoir a le maire pour essayer d'organiser au mieux les soins qui sont établis sur sa commune dans les établissements de santé? Question qui est... Oui, est-ce que le maire en fait a un rôle dans ses attributions et ses compétences pour participer d'une manière ou d'une autre à essayer que ça se passe le mieux possible quand il y a des établissements de santé sur son territoire communal? Oui, écoutez, juste un exemple. Moi, j'ai été sollicité par des infirmières libérales qui manquaient de gel hydroalcoolique. Ils m'ont interpellé un soir à 20h et le lendemain à midi, j'ai pu leur en fournir pour qu'ils puissent continuer leur activité. Moi, je suis en lien très étroit avec un médecin libéral également en ville qui organise l'offre de soins pour la médecine de ville. Donc c'est ça le lien qu'un maire doit entretenir avec les médecins. Et dans la mesure où je préside l'hôpital du Bas-Val-de-Reuil, bien évidemment, ces sujets sont au cœur de mes journées. Tous les jours, j'ai des nouvelles des personnels soignants ou des personnes qui sont dans l'unité spéciale liée au Covid-19. Oui, d'ailleurs, je profite de ce que vous venez de le dire. Effectivement, on peut rappeler que lorsqu'il y a des hôpitaux publics sur une commune, traditionnellement, c'est en général le maire qui est le président du conseil de surveillance ou du conseil d'administration. Exact. Merci beaucoup. Merci Djoubé Merabé. Merci Djoubé Merabé d'avoir participé. Voilà, vous êtes le premier de cette itinérance que l'on va faire de jour après jour pour aller au contact des élus locaux dans les différents territoires de Seine-Maritime et de l'Eure. On vous souhaite une bonne journée, monsieur le maire. Au revoir. Merci à vous et pour toutes les informations. Merci. Merci. Voilà. Nous aurons tout à l'heure, je vous l'ai dit, le docteur Bruno Burel. Donc préparez vos questions médicales. Et puis nous établissons actuellement le contact avec notre agent immobilier puisqu'on va répondre à toutes vos questions. Questions simples et pratiques. Thomas, vous êtes propriétaire, locataire? Je suis sans trop dévoiler ma vie privée, je suis un peu entre les deux en ce moment. Mais on va dire je suis locataire. Alors moi, typiquement, je suis dans la situation où je devais déménager. Je devais rendre les clés de mon appartement il y a quelques jours. En location? En location. Oui. Et avant la fin de mon préavis, sauf que le locataire qui doit prendre le logement derrière moi ne peut pas emménager puisqu'il habite en Seine-et-Marne en ce moment, donc il est confiné. Donc très concrètement, il va falloir que je paye moi des loyers dans le vide jusqu'à début mai, voilà. Bon, alors ça tombe bien, on a Sylvain Castaigne. Bonjour, monsieur l'agent immobilier.
Bonjour. Voilà, Bonjour. un spécialiste de l'immobilier qui nous parle du Havre, ou peut-être d'ailleurs, non, vous êtes au Havre, hein? Oui, je suis au Havre. Vous êtes au Havre, mais vous auriez pu nous appeler d'ailleurs, hein, c'est pour ça. En tout cas, vous êtes traditionnellement basé au Havre. Alors, quand on s'intéresse à l'immobilier et à ce qui se passe en ce moment, finalement, on pourrait penser, mais encore une fois, on va être très concret, hein, c'est juste une petite introduction, on pourrait penser effectivement que l'immobilier s'effondre, alors qu'en fait, il semble assez bien tenir. On parle, vous allez me dire ou nous dire si les chiffres, vous les validez, on parlerait d'une baisse pour le moment de 10 à 15%, quand comparé à la bourse, elle, a chuté à peu près d'une trentaine de pourcents. Est-ce que finalement, un peu comme traditionnellement, l'immobilier ne serait pas, dans ces temps difficiles, une espèce de valeur refuge, en fait, la pierre, toujours la pierre. Et en tout cas, pour lancer un peu le débat avec vous, on peut préciser que finalement, si la baisse s'avère relativement limitée, elle le serait davantage dans les grandes villes, évidemment, que dans les zones urbaines ou rurales. Voilà, en guise de présentation de notre séquence, pour peut-être vous laisser réagir d'ailleurs sur ces premiers éléments que je viens de donner. Oui, tout à fait. Donc, je pense que la machine en France a toujours tendance à s'emballer, donc avant qu'il y ait réellement des répercussions. Je ne suis pas du tout en adéquation avec une baisse de prix, donc à venir de 10 à 15%. Comment peut-on, à ce jour, connaître les répercussions qui seront les répercussions sur l'économie, sur le moral des gens, sur le comportement des banques, donc à venir sur le financement dans le temps immobilier. Tout ça donc est très restrictif. Ma position pour le moment, si vous voulez, c'est effectivement donc la pierre a toujours été donc une valeur refuge. 2020 de toute manière devait être donc une année de correction en termes de nombre de ventes, puisqu'on avait connu en 2018 et 2019 des années records. Donc on attendait donc une correction sur le nombre de ventes, et je précise bien sur le nombre de ventes dans un premier temps. Donc après, concernant donc les prix, sachant que depuis le début de l'année, les stocks de vente étaient très réduits, de toute manière, les prix étaient maintenus sur, on va dire, les 2 premiers mois de l'année, puisque mars, bien entendu, va être amputé. Je pense qu'il est imprudent de se positionner tout de suite sur un recadrage des prix donc important. Tout dépendra du délai de reprise de l'activité. Si nous reprenons, comme je le pense, entre mi-mai et début juin, nous serons sur les périodes de mutation de scolarisation. Il y aura forcément des propriétaires vendeurs qui auront un projet de vente. Il y aura forcément des acquéreurs qui auront un projet d'achat. Tout dépendra après du comportement des banquiers. Oui, alors l'interrogation. Voilà. Sylvain Castaigne nous provient de nos contacts là en direct avec les réseaux. Le remerciement suivant, on nous dit voilà, merci, bravo à vous, de prendre en compte nos questions justement dans le contenu de ce programme. Mais justement, c'est exactement ce que nous voulons faire chaque jour, c'est-à-dire encore une fois ce programme le faire en direct, non pas de nous vers vous, mais tous ensemble, vous et nous, on fabrique cette émission où on partage, où on interagit. Alors justement, question, monsieur l'agent immobilier, qu'en est-il des charges de copropriété? Est-ce qu'elles sont suspendues, reportées? Voilà, répondez-nous. Alors, les charges de copropriété locative d'habitation ne sont ni suspendues ni reportées donc à ce jour. Il n'y a aucune raison de ne pas payer son loyer et de ne pas payer les charges qui vont avec. Oui, parce qu'il y avait eu une petite ambiguïté. Lorsqu'effectivement les dirigeants du pays ont dit que les loyers étaient suspendus, il y a bien des gens qui ont pensé que ça pouvait s'appliquer aux particuliers, alors que ça ne s'appliquait qu'aux entreprises. Pas du tout. Voilà, c'est que les entreprises. Et encore, pour les entreprises, soyons très prudents. Ouais. Pour l'instant, ce sont pour les micros, donc entreprises, et ce ne sont de toute manière que des reports. Qu'on soit bien d'accord, si une entreprise demande donc un report de son loyer, ce loyer sera payé soit en une seule fois dans les mois prochains, soit avec accord du propriétaire bailleur, lissé sur plusieurs mois. Mais aucunement ce sera une remise totale. Soyons bien clairs là-dessus. On est très clair là-dessus.
On a bien compris, hein, Sylvain Castagne, qu'il était trop tôt pour déjà établir des prédictions sur les conjonctures à venir, mais on voit bien qu'il y a des milliards comme ça de petites situations concrètes qui se posent, des questions qui se posent. Justement, est-ce que vous, là, au quotidien, vous êtes obligé de faire face à toutes ces questions de locataires, de propriétaires On essaie d'être très très concret, hein, Sylvain Castagne. Donnez-nous des exemples de cette vie quotidienne pour que, effectivement, tous ceux qui nous suivent puissent traiter l'info qu'on donne et la rapporter à eux-mêmes. Alors, pour la vie quotidienne, je vais vous parler sur 2 axes. L'axe dirigeant de mes 2 entreprises. Moi, effectivement, j'ai pris le parti avant le 16 mars, le confinement, de prendre contact avec tous mes propriétaires vendeurs pour leur expliquer que je n'assurerai plus de visite sur leurs biens, et ils m'ont confirmé tous à 100% être complètement en adéquation avec ma décision. J'estimais responsable de ne pas engager soit mes collaborateurs et mes collaboratrices, soit mes clients tout simplement, vendeurs et acquéreurs. Donc pour moi, effectivement, comme je vous l'ai dit précédemment, mon cabinet est fermé complètement depuis le 16 mars. Concernant après mon autre casquette, puisque je suis président donc également de la FCM de Haute-Normandie, Seine-Maritime Eure, nous avons bien entendu des interrogations de clients vendeurs, de clients locataires. Pour les vendeurs, souvent ce sont les vendeurs qui ont des acquisitions qui sont donc en cours. Et là, on a une réelle problématique, puisque vous avez 5 intervenants sur une vente. Vous avez l'agent immobilier, vous avez le notaire, vous avez la banque, vous avez le service de la mairie pour tout ce qui est urbanisme, et vous avez les services des impôts pour l'état donc hypothécaire. Il faut que ces 5 services fonctionnent pour pouvoir avoir des informations. Et à l'heure actuelle, c'est compliqué. Qui fonctionnent et qui soient coordonnés en plus. Bien entendu, il faut que ça soit coordonné. Alors, Sylvain Castagne, là, à nouveau, question de tous nos amis internautes qui nous suivent. Je les remercie et nous les remercions encore. On nous dit l'Italie a autorisé récemment le report des remboursements de mensualités de crédit immobilier. Alors, la personne nous demande, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée pour aider les personnes qui se retrouvent en difficulté de revenus personnels ? Alors, je pense que c'est déjà possible. Les banques, la majorité se sont manifestées ou ont demandé donc à leurs clients pour voir avec eux pour un report des mensualités de crédit. Elles sont d'ailleurs souvent portées à l'offre de prêt qu'ils ont signée donc à l'origine. Vous avez des possibilités de pouvoir reporter donc les mensualités. Le seul conseil que je puisse donner donc effectivement donc à toutes ces personnes, c'est de prendre contact avec leur banque. Alors il y a toujours donc un service minimum donc au niveau de la banque, puisque bien entendu, comme toutes les entreprises, elles ne reçoivent plus de clients, mais elles peuvent être contactées soit par mail, soit par téléphone. Alors je précise à tous nos amis qui nous suivent que demain jeudi, nous devrions avoir avec nous en direct le directeur général du Crédit Agricole Normandie-Seine, justement pour évoquer toutes ces questions très importantes et très très pratiques de relations entre toutes nos banques et puis nous qui sommes les particuliers clients de ces banques. Question pour vous, Sylvain Castagne, un propriétaire a-t-il le droit de prolonger le préavis de départ d'un locataire sans l'accord de celui-ci ? Alors, a priori, non, il faut qu'il y ait l'accord, mais c'est plutôt, on va dire, l'inverse qui va se positionner. Le locataire qui a donné son préavis, s'il décide de partir, le propriétaire ne peut pas lui imposer... c'est bien la question, je pense que c'est bien la question que nous pose l'internaute. Oui. Voilà. Mais l'inverse va être effectivement mis sur la table. C'est-à-dire, alors expliquez-nous. Oui, donc le locataire qui devait partir à une date donnée, la problématique se pose à la fois pour trouver un déménageur, parce que les déménageurs ne sont plus en activité. Donc l'autre problème, c'est qu'on n'a pas le droit de se retrouver à plusieurs personnes donc à un même endroit. Donc, il y a beaucoup d'interrogations qui vont se poser. Je pense que les ordonnances vont tomber, parce que j'ai eu mon président national rapidement ce matin. Il y a déjà des ordonnances qui arrivent, elles sont en cours d'analyse. Aujourd'hui, la logique veut effectivement que le locataire qui ne peut pas quitter son logement restera dans son logement en payant bien entendu une indemnité d'occupation qui sera équivalente au loyer et aux charges qu'il payait précédemment.
Alors, encore une fois, vous le voyez, c'est très concret, c'est très pratique, c'est très interactif. Hein. On vous informe, mais vous réagissez. Et nous, on essaie de traiter le maximum de vos questions. Aujourd'hui, là, et pour le moment, de l'immobilier. Dans quelques minutes, le docteur Burel sera avec nous. Et là, on passera aux questions médicales. Question à nouveau des réseaux, Sylvain Castaigne. Quelqu'un nous dit, je crois qu'une banque peut faire une pause dans le remboursement du prêt immobilier de son client pendant quelques mois. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est ce que je viens de vous évoquer précédemment. Voilà, mais je reprends les questions systématiquement des internautes. Hein. Ce sont souvent des clauses qui étaient prévues donc dès la signature de l'offre de prêt. Je pense, en toute objectivité, vous aurez confirmation par le directeur du Crédit Agricole demain, que c'est quelque chose qui pourra être mis en place. Je pense juste que je reviens juste sur la question du prolongement des préavis. Je crois que la question était de savoir aussi si finalement un locataire qui doit partir, la situation c'est qu'un propriétaire se retrouve aussi avec un logement qui ne peut plus louer et du coup forcément avec une perte de revenus. Est-ce que c'est le genre de situation aussi qui peut se poser à vous aujourd'hui, enfin revenir à vos oreilles? Oui, non, mais tout à fait. Mais ça, on va dire que c'est de toute manière donc la règle courante. Quand un locataire donne son préavis, le propriétaire essaie de relouer durant la période de préavis, mais il arrive de temps en temps, voire régulièrement, que le bien ne reloué immédiatement, donc à la suite, c'est ce qu'on appelle la vacation donc locative. Là, effectivement, pour les propriétaires bailleurs, un problème à se poser, c'est que le locataire qui aura donné son préavis et qui pourra lui partir, le propriétaire ne peut plus à l'heure actuelle faire de visite, ou l'agent immobilier, voilà, donc les agents immobiliers ont mis donc en stand-by aussi donc les visites donc locatives. Donc effectivement pour les propriétaires bailleurs, ça va être une perte sèche pendant quelques semaines, voire quelques mois. Oui. Une question comme ça qui me passe par l'esprit, Sylvain Castaigne. On a vu qu'un certain nombre d'établissements hôteliers pouvaient être en quelque sorte réquisitionnés pour participer à l'effort de traitement sanitaire. On sait que dans les centres-villes, il y a nombre de logements qui sont vides, vacants. Est-ce qu'on pourrait imaginer, on a vu qu'il y avait aussi des deals qui commençaient à se faire entre les autorités et des réseaux comme Airbnb. Est-ce qu'on pourrait imaginer que si la crise s'aggrave, qu'on fasse appel à ces propriétaires qui ont des logements vides pour contribuer à l'effort général? Alors, oui, mais il ne faut pas tout mélanger. Les logements vides sont vides de meubles et d'aménagements pour la plupart du temps. On ne pourrait dans ce cas-là faire comme Airbnb que sur les logements qui sont meublés, c'est-à-dire qu'ils puissent recevoir dignement et correctement qui soient vraiment exploitables, les soignants. Un appartement vide qui n'a pas de cuisine, qui n'a pas de frigo, qui n'a pas de lit, qui n'a pas de table, objectivement, c'est pas rendre service donc aux soignants et leur donner du confort. Donc uniquement que pour les biens meublés, comme pour les donc Airbnb. Bon, eh bien écoutez, tout ça est très très concret. Sylvain Castaigne, merci beaucoup et je pense qu'on refera appel à vous parce que tous ceux qui nous suivent sont quelquefois là, pas là, tel ou tel jour. Donc d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui peuvent être dans quelques temps intéressés par de nouveaux points à aborder s'agissant de toutes les questions liées à l'immobilier. Peut-être pour finir, Sylvain Castaigne, un ou deux conseils très pratiques pour tous ceux qui se posent des questions sur l'immobilier. Les points clés, finalement, les points les plus que vous mettriez en top of mind de conseils à tous autant que nous sommes. Respecter les consignes sanitaires, je trouve impératif, quel que soit le niveau des personnes, vendeurs, donc acquéreurs, de ne plus engager de visite ou autre. J'entends, et là je fais donc un appel, j'ai entendu certains propriétaires qui étaient consultés essentiellement par quelques agences ou quelques mandataires qui n'avaient pas encore compris qu'il fallait rester chez soi et ne plus engendrer donc de rencontres. Et la deuxième chose, même si c'est effectivement un contexte très pénalisant, ne paniquez pas. Ne paniquez pas sur la valorisation de vos biens. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas en phase d'avoir donc une récession immobilière donc importante. Voilà, ça, vous rejoignez les propos que je tenais en ouverture de notre séquence. En quelque sorte. Donc, ça répond à la question de l'internaute qui vient nous la poser tout de suite, qui nous disait « Est-il possible de continuer à visiter des maisons pour louer ou acheter ?» La réponse, vous venez de la donner. Je ne conseille pas. On reste chez nous. Si c'est fait, donc je le déplore. Voilà. Et puis, pour terminer, ultime question. Si on a une difficulté à payer son loyer, est-ce qu'il y a des possibilités de report ? Alors, loyer d'habitation. Oui, loyer d'habitation, oui. Alors, ça, ce sera
du cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut que le locataire interroge soit son agent immobilier, soit son propriétaire pour lui exposer les faits, et ce ne sera que le propriétaire bailleur qui aura le pouvoir de décision. J'invite les locataires à surtout pas ne pas payer leur loyer sans avoir consulté. C'est impératif. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain Castaigne. Merci, Sylvain d'avoir Castaigne. passé ce moment avec nous et surtout d'avoir répondu comme ça, sans filtre, aux questions des internautes qui sont avec nous. À bientôt. Merci à vous. Et merci, au revoir. Bonne émission. Voilà, Merci. on fait un petit rappel, peut-être Thomas, petit rappel sur cette nouvelle attestation pour tous ceux qui nous rejoindraient depuis que nous avons pris l'antenne à 12h10. Cette nouvelle attestation de déplacement dérogatoire qui a quelques modifications par rapport à l'ancienne. Et j'en profite juste pour signaler, peut-être pour les internautes qui s'inquiètent, qu'Anthony Quindroy n'est pas avec nous sur le plateau aujourd'hui. C'est pas parce qu'il est confiné, c'est pas parce qu'il est contaminé, mais voilà, il va très bien. Mais voilà, on a tous besoin de faire aussi un peu des breaks en ce moment. Oui, il sera là dès demain. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez qu'on est régulièrement en plateau à 3. Et on le salue. Outre le rédacteur en chef qui ouvre l'émission avec nous, Thomas et moi sommes accompagnés d'Anthony Quindroy, à qui on avait demandé une chemise à fleurs d'ailleurs aujourd'hui. Mais bon, ça sera sans doute pour demain. En tout cas, je sais qu'Anthony nous regarde et on lui fait un petit coucou. Salut, alors Anthony. donc je rappelle, avant de passer à une liaison téléphonique avec notre journaliste économique et puis ensuite d'avoir le docteur Burel, je rappelle effectivement que chaque jour dans Paris-Normandie, vous trouvez un ensemble de 4 fiches attestations dérogatoires de déplacement à découper si vous ne pouvez pas les imprimer. Et aujourd'hui, c'est en page 19. On a Marc Braun au téléphone, journaliste économique de Paris-Normandie. Bonjour Marc. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Marc, voilà, on est content de vous avoir pour justement avoir ces petites pastilles que vous nous faites presque tous les jours sur l'état de l'économie de nos entreprises. L'économie, c'est très concret, c'est les boîtes qui sont autour de nous, si je puis dire, en Normandie. Voilà, vous nous donnez des petits flash infos de ce qui se passe sur le territoire en économie. Alors là, c'est une petite pastille euroise, puisque moi, je suis confiné dans l'Eure, mais il fait beau. Et autour de moi, il y a des champs, il y a des plaines. Et je peux vous dire que ce qui fait un peu chaud au cœur, c'est que les agriculteurs sont au champ, on va dire. Ils sont sur le terrain. Mais on a l'impression, Marc, excusez-moi, mais on a l'impression, avec la photo que vous avez là, mais vous êtes au champ aussi. Vous avez bonne mine là, Alors, au champ, parce que c'est le temps. Le temps est venu des semences pour l'orge, le pois. Les pois, le lin. S'agissant du lin, j'ai eu Terre de Lin qui est notamment basée à Saint-Pierre-le-Viger, mais aussi sur 5 autres sites en Normandie et qui compte 700 agriculteurs, coopérateurs, liniculteurs. Donc ils sont tous allés chercher leurs semences il y a déjà une semaine. Tout est prêt à être semé. Le lin est une culture durable, lente, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'engrais. Donc à ce niveau-là, pas trop de soucis. En revanche, sur d'autres cultures, là pour le coup, c'est la grosse coopérative normande, Picard, Natop, 7000 adhérents, qui me dit que ça pourrait se tendre en matière d'approvisionnement d'intrants, parce qu'effectivement, la logistique, le transport peut commencer à poser problème. Je précise Marc, oui, Marc, si vous permettez, je précise qu'effectivement, Natop, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le nouveau nom de anciennement Capsen. Voilà, Capsen, donc c'est 7000 agriculteurs, Normandie, Picardie, etc. Donc c'est du lourd, je crois que c'est dans le top 10 des coopératives c'est du très lourd. En France. Donc en fait, ce qui est intéressant, et c'est ce que me confirme aussi Laurence Sellos, qui est la présidente de la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime, c'est que à l'instant, cette semaine en tout cas, ça va plutôt bien. En tout cas, c'est moins pire, on va dire, que dans d'autres secteurs. À sa connaissance, il n'y a pas d'agriculteurs en Normandie qui soient affectés, touchés par le coronavirus. Alors cela dit, elle me dit que les agriculteurs, c'est plutôt des durs à cuire. Donc s'ils ont un semblant de pathologie ORL, ils ne vont pas forcément consulter le médecin. Ils prennent sur eux, il y a du boulot en ce moment, donc ils sont tous plus qu'hyperactifs. Donc ils sont dans les champs, donc il y a du boulot. En revanche, effectivement, la nouvelle qui a affecté tout le monde, c'est la fermeture de bien des marchés. Or, les marchés, c'est la voie royale pour les circuits courts, notamment pour les maraîchers, mais aussi les producteurs de produits frais, d'œufs, de crème. Mais les circuits courts ne sont pas au tapis. Néanmoins, c'est ce qu'elle me racontait.
parce qu'il y a des filières comme Panier 76, comme les fermes d'ici, où là, effectivement, il y a une surabondance des commandes pour aller chercher en GMS, en grande et moyenne surface, mais aussi chez les primeurs, ces produits ultra frais en circuit court. Donc il y a quand même du baume au cœur. Très bien, Marc. Tout ce concert de mauvaises nouvelles. Bon, écoutez, merci. Tout ça, on le retrouve dans Paris-Normandie demain. Voilà, alors on retrouve demain dans Paris-Normandie et vous en êtes l'auteur. Et puis, vous voyez, je précise qu'en page 13 de Paris-Normandie d'aujourd'hui, vous avez effectivement l'info comme quoi, à Duclair, le marché résiste. Et Jean Delalande, qui est le maire de Duclair, lui décide que c'est important à Duclair de continuer le marché. Alors, si je peux me permettre une dernière information, parce que ça a son lot d'importance, vous avez un certain nombre d'élus qui revendiquent de fermer leur marché pour des raisons sanitaires et de sécurité. C'est tout à fait louable, mais au niveau de la Chambre d'agriculture, sachez qu'on milite pour que les petites communes en zone rurale maintiennent des marchés. On comprend très bien qu'on puisse s'alimenter, les consommateurs aller en GMS dans les grandes villes, mais la Chambre d'agriculture fait en sorte que les producteurs puissent avoir droit de cité et pignon sur rue encore en zone rurale. Voilà. Merci Marc. Merci. Non, simplement, juste les règles, elles ont été rappelées encore aujourd'hui de manière très très claire. C'est que les marchés sont autorisés dans les petites communes où c'est le seul moyen vraiment de s'approvisionner s'il n'y a pas de supérette, etc. Et à ce moment-là, le maire peut demander une dérogation. Par contre, s'il y a tout ce qu'il faut, on va dire à une distance raisonnable, normalement, les choses sont claires, c'est l'interdiction. Très bien, merci beaucoup Marc Braun. Et puis alors surtout, et merci aussi de ne pas nous apporter que des mauvaises nouvelles, ça c'est sympa. L'économie positive, on en trouve encore des traces aujourd'hui, malgré tout. Mathieu, qui a dû nous rejoindre, Mathieu, vous êtes certainement avec nous et vous m'entendez, vous nous avez rejoint il n'y a pas longtemps, vous demandez pourquoi y a-t-il un gros pain sur le plateau. Et c'est le pain du confiné, et on aura dans quelques instants, le boulanger qui a inventé ce pain du confiné, il nous en dira deux mots. C'est une initiative très sympa qu'on a souhaité relayer. On me posait aussi une question sur Anthony, mais je ne sais plus, je ne l'ai pas bien noté, j'ai un peu oublié, si on peut me la redonner. Je ne sais pas, mais on peut juste redire qu'il va très bien. Je ne sais pas si c'était ça. Ah oui, si. Non, c'est ça. Sur le réseau, on dit Anthony n'est pas là parce qu'il n'a pas trouvé sa chemise à fleurs, il n'a pas osé se pointer. Voilà. Alors, écoutez, on établit le contact avec le docteur Burel, Bruno Burel, qui est notre médecin consultant ici dans Ligne Ouverte. On a le docteur Burel. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, Sylvain. Bonjour et voilà. Et bonjour à tout le monde. C'est sympa d'être là, docteur. Donc, vous qui êtes avec nous, qui nous suivez, allez-y, c'est le moment de poser vos questions au docteur Burel. Je les relais. Simplement, docteur, déjà pour introduire votre séquence médicale, vous nous parlez aujourd'hui d'alimentation, par exemple. Oui, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu comment se nourrir dans cette période de confinement, puis comment bouger aussi, parce que c'est quand même les clés de notre bien-être et aussi de nos solidités vis-à-vis des infections. Donc bien se nourrir et bouger, c'est une façon d'être en bonne forme. Et comme on sait qu'on n'attrapera pas tous le Covid, eh bien si on est en bonne forme, on a de fortes chances d'avoir une immunité meilleure et de pas attraper le Covid. Donc il est très important de bien se nourrir et de bien bouger pour pouvoir faire face à ces moments un peu compliqués. On peut se demander, docteur, si on n'aurait pas tendance à se nourrir un peu trop bien, d'ailleurs. Alors, non, mais bien se nourrir, ça ne veut pas dire, au sens traditionnel du terme, en avoir plein la porte. Bien se nourrir, c'est d'abord sortir du repas avec une petite faim qui reste, et puis c'est manger surtout des choses saines, des produits frais. J'entendais tout de suite les circuits courts qui fonctionnaient à plein. Eh bien, il faut absolument manger des fruits et légumes, il faut manger des choses qu'on cuisine soi-même, il faut manger des fruits, il faut cuisiner soi-même et en petite quantité parce qu'on n'a pas des dépenses énormes en ce moment sur le plan calorique. Et donc ça, c'est une chose qui est très importante. Il y a des gens qui d'ailleurs, alors je ne parle pas des enfants et des choses comme ça, mais il y a des gens qui se font 2 repas par jour en ce moment et qui s'en portent pas plus mal. Vous savez que c'est pas indispensable, même si on a des habitudes traditionnelles de manger, et donc il faut adapter la qualité de ce qu'on mange et la quantité de ce qu'on mange à ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire être sédentaire et confiné. Alors il y a la question du comment bouger là, pour le coup, on n'est pas tous égaux sur ce sujet-là selon le lieu où on habite. Comment bouger ? La question du comment bouger que vous posiez tout à l'heure, là-dessus on n'est pas tous égaux. On n'est pas du tout tous égaux. Alors
on peut, ça dépend si on habite en maison ou en appartement. Dans une maison, s'il y a des escaliers, on n'hésite pas à faire un peu ses montées-descentes. Et je crois que tous les jours, si on a un vélo d'appartement ou un tapis roulant, c'est encore mieux. On peut faire le tour de la maison pendant une demi-heure. Si c'est autorisé, je vous rappelle qu'on a quand même le droit, en faisant attention, de faire de l'activité physique à pas plus d'1 kilomètre de sa maison pendant 1 heure, mais il est très important de bouger, ça fait partie de la stimulation des défenses. Il y a des gens qui règlent leurs problèmes de diabète rien que par l'activité physique, donc il ne faudrait pas que la situation actuelle amène des complications et des états dégradés sur certaines maladies chroniques qui les rendraient encore plus vulnérables au virus. Donc il faut absolument bouger et bien manger et adapter. Docteur, on va essayer de faire des questions courtes. Enfin, les questions, moi je les ai, elles sont relativement courtes. On va essayer de faire des réponses assez courtes pour augmenter le nombre de réponses possibles à tous ceux qui nous en posent. Alors, première question, on me dit, est-ce qu'il est préconisé, dans cette situation qu'on vit, d'enlever les bagues, de ne pas mettre de vernis à ongles et d'avoir des ongles courts? Répondez-nous, docteur. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Si on se lave les mains et qu'on a une brosse à ongles, on peut faire ce qu'on veut. On peut avoir des bagues et du vernis à ongles? Oui, si on se nettoie bien, mais par contre, on va frotter le vernis, donc c'est peut-être pas indispensable. Mais il faut bien se laver, et puis si on a une brosse à ongles, on fait bien toute la peau, le dessous des ongles, oui. Alors Thomas, il est content. Faites voir vos bagues, Thomas. Vous avez des belles bagues. Hein. Je les aime beaucoup. C'est des bagues de musiciens, ça, non? C'est la musique? Faut rappeler que, quand on était encore en période normale, Thomas Dubois, depuis pas mal de temps, sur PNTV et Paris Normandie, c'est lui qui anime le live, le rendez-vous régulier des musiciens. Quand on se lave les mains avec du savon et de l'eau et qu'on fait ça très très régulièrement, la bague, elle est lavée avec le doigt. Ok, autre question, docteur Burel. Nathalie, qui est diabétique, nous pose la question suivante. Est-ce que le gel elle est diabétique, est-ce que le gel hydroalcoolique peut fausser les dextros? Alors moi, je relais, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Les dextros, vous savez, on se pique le bout du doigt pour savoir quelle est la glycémie, pour adapter sa dose d'insuline. Oui, d'accord. Et donc, bien sûr, de même qu'on peut nettoyer le doigt avec de l'alcool, le gel hydroalcoolique ne change rien, on peut tout à fait l'utiliser. Docteur, question d'une dame, c'était tout à l'heure, il y a un moment d'ailleurs, mais j'avais promis que je gardais la question au moment où vous interviendriez sur le plateau. Cette dame doit passer un scanner qui est programmé, c'est un scanner, c'est non urgent, mais il était programmé. Elle se pose la question parce que son mari est en radiothérapie, j'imagine, et qu'elle vit avec lui. Elle dit, est-ce que je dois annuler, sachant que c'est non urgent, parce que j'ai peur de ramener le coronavirus à la maison? Et dans ce cas-là, elle le diffère, c'est pas urgent, et elle prévient suffisamment le radiologue à l'avance qui va peut-être avoir besoin de son scanner pour faire des scanners de poumons, parce que c'est une façon aussi de dépister les complications du Covid. Donc elle le décale, elle le fera plus tard, puisqu'elle a dit que c'était pas urgent. Ouais, j'imagine que si la dame nous pose la question, c'est qu'elle craignait peut-être d'appeler et que ce soit pas possible de reporter, mais ça sera possible, vous nous dites. De toute façon, oui, elle prévient. Le tout, c'est de prévenir, si je sais pas quand est-ce que c'est, mais qu'elle prévienne dès maintenant. D'accord, Thomas. Docteur Burel, là, il y a un sujet là, qui occupe vraiment l'actualité et qui s'est aggravé depuis hier, c'est la situation dans les EHPAD. Comment vous observez cette situation on en a dramatique? Parlé déjà hier. Il faut absolument confiner. Donc, tout à l'heure, hier, il y avait une dame qui appelait pour savoir si elle pouvait aller chercher sa maman. Non, on ne fait rentrer personne dans les EHPAD. On ne met pas les gens qui sont dans les EHPAD dans des salles communes pour des activités ou pour manger. Chacun est dans sa chambre, on est tous confinés, y compris les personnes âgées, même si c'est compliqué. Est-ce que les mesures de précaution n'ont peut-être pas été encore suffisamment prises? On pense aux établissements qui ont été touchés, alors pas dans la région, mais dans l'Est ou en région parisienne. Oui, on a une chance, nous, dans la région normande, c'est que on bénéficie des expériences, les pauvres qui ont subi un peu le Covid de façon un peu improvisée. Donc nous, on commence à avoir les mesures qui s'imposent, le confinement et tout ça. Donc respectons le confinement et il ne se passera rien dans les EHPAD. On le souhaite, en tout cas, on le souhaite. C'est la meilleure façon qu'il ne se passe rien, en tout cas. Voilà. Et quand les 15 personnes ont été contaminées ou sont mortes, il y avait peut-être plus de 15 qui ont été contaminées d'ailleurs, il y avait peut-être la moitié de l'EHPAD qui était contaminée, mais il y en a 15 qui sont morts dans les Vosges. Très probablement, il y avait des activités communes. C'était, encore une fois, l'Est a été touché avant nous, on a les leçons maintenant, donc confinement, chacun dans sa chambre, pas d'activité commune, pas de restauration commune, pas de tout ça. On imagine quand même l'angoisse aujourd'hui de tous ces proches, de toutes ces personnes, on en connaît tous, on est tous concernés, qui ont des proches en EHPAD.
Oui, alors j'en profite pour dire que toutes les personnes âgées, plus on est âgé, plus on a de maladies, plus on risque gros avec le Covid. Donc on doit se protéger. Donc j'entends dire et je vois des personnes âgées dans certains médias qui vont faire leurs courses à 80 ans et qui y vont tous les jours. C'est pas responsable. C'est pas responsable. Un voisin peut faire leurs courses, leur déposer devant la barrière. Les personnes âgées restent chez elles et évitent tout contact avec l'extérieur. Alors oui, ce que j'entends de ce que vous nous dites, docteur, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne âgée, par exemple, même si dans le supermarché il y a la règle d'espacement de 1 mètre, même si on fait rentrer, on l'a vu, qui allons faire nos courses, même si on fait rentrer au fur et à mesure, même si on ne touche personne, vous dites qu'il y a quand même un risque. Il y a toujours un petit risque, si vous voulez, donc c'est pas la peine que les personnes les plus à risque aillent prendre ce risque-là. Donc les personnes jeunes risquent beaucoup moins, donc je vois pas l'intérêt pour une personne âgée d'aller prendre ce risque. Voilà, on va peut-être faire une dernière question pour vous, docteur, parce qu'on a d'autres sujets qui suivent. Question, une personne est arrêtée pour un accident de travail. Son arrêt prend fin au 31 mars qui vient. Donc, elle pose la question de savoir comment elle fait, soit pour prolonger son arrêt, soit pour aller chez Pôle emploi, sachant qu'elle est confinée. Non, elle appelle son médecin traitant. Il n'y a rien de plus simple. Il y a la téléconsultation, tout ça, le téléphone des médecins traitants. Encore une fois, il y a eu des mauvaises informations par l'ARS de Normandie, et je le dis haut et fort parce que ça a un peu perturbé tout le monde. Depuis mardi de la semaine dernière, depuis 8 jours, le ministère a bien dit que s'il n'y a pas de signes de gravité, on appelle d'abord son médecin traitant. Donc les médecins traitants sont disponibles, ils font pas forcément des consultations, mais ils sont là au téléphone, ils peuvent faire des téléconsultations, ils peuvent envoyer par la poste ou par mail la prolongation d'arrêt de travail. Donc le médecin traitant est là et c'est lui qui gère ce problème. D'accord, docteur. Question, et on va considérer que c'est la question ultime pour aujourd'hui, sachant que vous revenez demain, docteur, hein? Écoutez, si vous m'invitez, j'essaierai de me libérer. Non, je vous invite pas, c'est un ordre. Hein. Ah bon, d'accord. Bon, dans ce cas-là, je suis assez soumis. Ah non, peut-être pas. Attendez, peut-être pas demain. Non, ça sera peut-être lundi, mais ça, on va voir ça avec les équipes. Alors, attendez, dernière question pour vous, en tout cas aujourd'hui. Question assez traditionnelle, d'ailleurs, qui revient assez souvent. Les facteurs qui n'ont pas de gants, qui distribuent le courrier. La personne demande, est-ce qu'il y a un risque ? Je regrette beaucoup que cette catégorie professionnelle ne soit pas équipée de masques et de gants. Oui, je pense que c'est pas bien pour l'administration de ne pas les fournir. Alors on a toujours ce même problème de disponibilité du matériel, mais c'est certain que, en tout cas, il ne faut pas qu'ils aillent au contact des gens. S'ils vont frapper quelque part ou sonner quelque part, il faut qu'ils parlent à distance. Et voilà. Bon, de toute façon, la personne récupère son courrier. On ramasse un courrier dans notre boîte aux lettres qui a été déposé, on ouvre l'enveloppe, on sort ce qu'il y a dedans, on jette l'enveloppe et on se lave les mains avant de faire autre chose. Ok, merci beaucoup, docteur Burel. Merci. Je pense qu'on va vous retrouver lundi, parce que je pense que demain, on sera avec un ORL. Ou vendredi. Non, attendez, demain, c'est jeudi. Oui, on se retrouve vendredi, docteur Burel. Ça vous va ? Écoutez, je vais essayer de faire en sorte d'être disponible, oui. Oui, Okay. Thomas, non, c'est fini avec le docteur Burel. Oui, non, c'est fini. Non, je voulais juste peut-être rebondir en disant que le sujet à la poste, on va peut-être avoir... On va essayer de... Lundi, on aura Florence Pavageau. Eh ben, c'est parfait. On va certainement pouvoir lui poser la question. On va le traiter nous aussi dans nos colonnes de Paris-Normandie. Effectivement, il y a les syndicats aujourd'hui s'inquiètent vraiment du fait que les facteurs soient sur le terrain, au contact de la population. Et en même temps, il y a la Poste qui, de son côté, a ce service qui est considéré comme d'intérêt presque vital, un service public à assurer. Et là, aujourd'hui, il y a une vraie confrontation entre l'intérêt d'assurer toujours ce service et en même temps la sécurité qui est pas forcément facile à assurer pour les facteurs qui sont sur le terrain. Certains ont voulu faire valoir leur droit de retrait et c'est compliqué sur le terrain, vraiment. Eh bien, justement, lundi prochain, dans le 12-13, dans le direct Ligne Ouverte, on recevra Florence Pavageau, qui est la déléguée générale du groupe La Poste pour la Normandie. Et Sylvain, si vous me permettez, je lance aussi un appel aux internautes. Si vous avez des témoignages, si vous avez des proches actuellement en EHPAD, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos témoignages. On va traiter le sujet de la situation dans les EHPAD dans notre édition de demain. Voilà, on a besoin de vos témoignages, donc n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Voilà, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous via la page Facebook de Paris Normandie, aussi pour témoigner sur vos vies de confinés. On vous prendra au téléphone pour justement ce rendez-vous se fasse de manière le plus interactive possible avec vous. On a au téléphone Marc Baffray. Bonjour Marc Baffray. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors vous, on fait juste une petite intro, puis on va regarder le sujet qu'on a fait sur vous. Vous êtes gérant, vous voyez, ça s'inscrit là sur l'écran, c'est formidable, gérant de la source Normandie. En quelques mots rapides, on fait un petit lancement, puis on regarde la vidéo. Dites-nous les initiatives que vous prenez actuellement. Alors actuellement, on s'occupe de livrer les produits des fermes aux alentours de Rouen, directement chez les particuliers, afin de les aider à pouvoir se confiner. Parce que nous, notre activité était de livrer aux cantines et aux restaurants scolaires. Et là, là, il n'y a plus de marché, évidemment. Comme il n'y a plus rien, l'autre partie de notre activité, c'était pour les traiteurs, et pour eux aussi, c'est terminé, donc c'est très compliqué. Et à la fois, comme on faisait déjà un petit peu de panier pour des particuliers, là, on a complètement relancé l'activité uniquement pour les particuliers. Donc le bouche-à-oreille fonctionne très bien parce que depuis cette semaine, on n'arrête pas de recevoir des commandes. D'ailleurs, ça monte en on va avoir puissance. un peu de mal à répondre à tout le monde, donc on va essayer de décaler et rajouter des jours de livraison. Maintenant, heureusement, nos producteurs sont réactifs, ils font au maximum pour pouvoir répondre à toutes nos commandes. Et donc c'est plutôt le côté positif de ce drame. Ben écoutez, merci beaucoup Marc Baffray d'avoir été en direct avec nous pour lancer de manière très dynamique le sujet qui vous concerne et qu'on regarde maintenant en images. Merci encore, puis on vous souhaite de bonnes livraisons. Et nous, regardez, c'est Marc Baffray en images et dans son activité quotidienne, on se retrouve juste après. J'ai créé la source il y a 5 ans pour pouvoir proposer aux restaurateurs et aux cantines tous les produits des fermes aux alentours sur la Seine-Maritime, ce qui permet en une seule livraison d'avoir à la fois les légumes, les fruits, la charcuterie, les yaourts, le beurre, la crème, voilà, tout ce qu'il y a dans notre magnifique région. Bon courage, à la prochaine, merci. Je ne vois pas l'utilité de faire voyager des produits. Donc il faut pouvoir faire vivre nos producteurs. Ils ont des magnifiques produits. C'est devenu à 90% une activité pour les cantines. Le coup de massue, plus de cantine du jour au lendemain comme ça, donc il faut absolument rebondir. Donc je suis revenu à faire plus de paniers pour les particuliers, proposer tout un catalogue de produits, tout ce qu'on peut trouver sur la Seine-Maritime. Le fait que les gens soient confinés, ils se sont dit bon bah autant que je me fasse livrer les produits. Si en plus ça peut être des bons produits locaux. La première semaine j'ai eu beaucoup d'appels de particuliers qui souhaitaient avoir les produits directement livrés chez eux. Pour moi c'était possible, par contre il fallait aucun contact. C'est-à-dire que là je vais poser les colis uniquement devant leur porte. Je leur ai donné le montant de la livraison exacte pour qu'ils préparent un chèque afin d'éviter tout contact. Voilà. Je ne sais pas si je suis porteur sain ou je ne sais pas si eux le sont, mais c'est surtout pour les protéger eux. De toute façon, moi, l'hygiène, je suis un ancien de la restauration, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai toujours manipulé avec précaution les produits. J'ai toujours lavé régulièrement mes mains et le matériel. Je reçois toutes les commandes des particuliers que je dispatche à tous mes producteurs. Ça fait environ une trentaine, 30 à 40 producteurs. J'ai créé une boucle qui me permet d'aller à la fois chercher les produits et les livrer. C'est pour ça que j'ai un véhicule réfrigéré, c'est de pouvoir prendre le matin de la charcuterie, continuer ma tournée et aller la relivrer le soir et qu'elle soit toujours à la bonne température. Pour pouvoir passer commande, n'hésitez pas sur lasourcenormandie.fr. Sur une des pages, c'est la boutique. Et le périmètre, ça va être un triangle entre Rouen, Yvetot jusqu'à Buchy. Voilà. Belle initiative de Marc Baffray qui adapte son activité à la situation du moment. Et puis, pendant que le sujet était diffusé, on nous posait la question de savoir s'il livrait vers Elbeuf et son agglo. Écoutez, dans le sujet, vous avez toutes les infos. Vous avez le site internet. Vous avez, si vous regardez sur son camion, vous avez même son 06. Donc, vous pouvez l'appeler pour savoir s'il peut quelque chose pour vous. On est en ligne avec Frédéric Borghino. Bonjour Frédéric.
Bonjour Sylvain. Alors Frédéric, on vous a déjà eu une première fois dans ce rendez-vous, mais ça ne sera pas la dernière. Vous êtes journaliste à Paris Normandie et vous êtes le spécialisé web. Vous regardez, vous auscultez les réseaux sociaux, vous pratiquez aussi, vous délivrez l'information aussi Paris Normandie sur les réseaux sociaux. Et on aime bien vous retrouver de temps en temps pour que vous nous fassiez une petite restitution de comment vous vivez l'info sur les réseaux et qu'est-ce qui s'y passe de marquant. Alors, déjà, on peut vous dire que la rédaction web à Paris Normandie, elle a été renforcée depuis quelques jours, ce qui nous permet aujourd'hui de vous donner des formats typiquement web avec des grands formats, avec un confort de lecture et une expérience de lecture et de récit très intéressante à travers nos grands formats que l'on consacre donc à des récits de journalistes de Paris Normandie qui sont confinés, mais aussi à la rencontre des Normands qui sont confinés, qui nous racontent d'une manière assez originale leur vie quotidienne. On a aussi des interviews SMS, des vidéos courtes pour les réseaux sociaux, donc vraiment beaucoup de choix d'un point de vue éditorial. Qu'est-ce qui est marquant, qu'est-ce qui fait vibrer le web en ce moment ? Qu'est-ce qui fait vibrer le web ? Eh bien, c'est avant tout les premiers chiffres sur les contaminations. En fait, désormais, on a le chiffre des guéris. Oui. C'est le point positif dans ces points quotidiens où on annonce les nouvelles contaminations, le nombre de morts, mais aussi désormais le nombre de guéris. Ce qui nous amène aussi à inviter nos internautes à se rendre sur le site internet de Paris Normandie pour découvrir notre infographie. En fait, il s'agit d'un graphique où on peut repérer la courbe des nouvelles contaminations en Normandie, département par département. Et bien sûr, tout le monde est à l'affût de cette fameuse stabilisation de la courbe qu'on peut vous offrir nous, sur parisnormandie.fr. Frédéric, on a vu pas mal d'initiatives qu'on fleurit sur les réseaux sociaux, de musiciens, d'artistes divers. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont retenu votre attention dans la région récemment ? Ouais. Il y a beaucoup d'initiatives un peu partout sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je retiens, c'est aussi les pompiers. On avait vu il y a 2 jours les pompiers de Seine-Maritime à Rouen, à la caserne Gambetta, qui est juste devant le CHU, qui ont fait résonner leur sirène et leur gyrophare. Hier, c'était aux pompiers de l'Eure à Vernon de reprendre cette même initiative et de la diffuser sur les réseaux sociaux. En plus de la confection de masques, je crois à Fécamp, il y a une dame qui fait ça. Il y a aussi les bonnes initiatives. Je crois qu'on a un article sur Paris Normandie qui est sorti aujourd'hui ou hier sur parisnormandie.fr. Je vous invite à aller visiter notre site. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup de cette synthèse, en plus avec quelques images, et puis surtout bravo pour vos graphes qui en quelques secondes permettent de bien cerner la progression malheureusement à la fois des cas, des personnes touchées, et puis malheureusement aussi des décès. Voilà, c'est ça, on me remet ça à l'image, c'est très parlant, et ça c'est... Et on va rajouter le nombre de guéris comme je vous disais tout à l'heure. Ouais, ça c'est bien. Ouais, ok, merci, bon travail sur le web Frédéric. Merci à vous. À la prochaine. Et puis on va bientôt terminer là, ce rendez-vous du mercredi. Je cherche ma date, 25 mars, et on part à Louviers. Comme on le fait chaque jour. Chaque jour, on va dans une rédaction de l'ensemble des 2 départements 76 et 27, puisque Paris-Normandie, il y a des journalistes sur tout le territoire. On va à Louviers et on va retrouver Audrey Clier. J'en profite juste avant qu'on l'ait en ligne pour vous rappeler que vous avez la possibilité, qui que vous soyez, d'offrir un abonnement journal Paris-Normandie à toute personne de votre choix. C'est particulièrement appréciable pour les personnes âgées qui, à mon avis, vous en seront gré, qui trouveront chaque matin dans leur boîte aux lettres le journal. Et puis, vous qui faites ce geste, eh bien, vous récupérez la possibilité de vous voir offrir un abonnement cadeau de 15 jours à toute l'information web de Paris Normandie. Et elle est très riche en texte, en photo et également en vidéo. Vous y partez. On a Audrey. Audrey Clier. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Oui, bonjour à tous. Bonjour, merci, c'est sympa de nous rejoindre là en cette fin de matinée. Vous êtes donc journaliste à Louviers, et puis on va prendre le pouls un peu comme ça des territoires, savoir effectivement qu'est-ce qui est marquant là-bas sur le territoire de Louviers qui est le vôtre. Alors, je parlerai de l'élan de solidarité qui se crée entre les commerçants de Louviers.
En fait, l'association Louviers Shopping, qui regroupe une centaine de commerçants et qui, pour la plupart, ont dû fermer leur boutique de prêt-à-porter, de bien-être, jugée donc non indispensable à la vie des Français, ont décidé de prêter main forte aux commerces de bouche qui sont, eux, restés ouverts. Ils sont au nombre de 13 à Louviers. Donc, les bénévoles de l'association ont décidé de livrer les commandes de ces commerces de bouche au domicile des clients. Alors, ce dispositif s'adresse en priorité, bien sûr, aux personnes âgées, isolées ou malades, qui ne peuvent ou ne souhaitent se déplacer en boutique pour cause du coronavirus. Alors, et les commerçants qui, je crois, se donnent des coups de main aussi entre eux. Il y a une solidarité vraiment entre commerçants. Oui, voilà, c'est ça, Ouais. ce que je venais d'expliquer. Voilà, pour ceux qui sont restés, donc, qui ne peuvent pas ouvrir leur boutique, Voilà. ils utilisent ce temps pour aider les autres par des livraisons. Une plateforme va peut-être être mise en ligne d'ici quelques jours. Donc les clients, les Josariens pourront passer commande donc, soit par téléphone aujourd'hui ou par Internet et les livraisons qui seront ensuite assurées par Louviers Shopping. Il y a des livraisons de médicaments, non, il me semble. Tout à fait, exactement. Donc les personnes isolées, malades, qui ne veulent pas se déplacer pour ne pas risquer d'attraper le Covid-19. Donc les agents de la ville viennent de leur livrer les médicaments directement chez eux. Donc alors comment ça fonctionne? Les pharmaciens envoient simplement un petit SMS à un agent de la ville. Il vient récupérer le colis et il va livrer les médicaments aux personnes isolées. Voilà. Merci, on a fait le tour, Audrey? Eh bien, écoutez, oui. Écoutez, merci beaucoup. On retournera à Louviers de temps en temps et on fera appel à vous. C'est très intéressant et agréable d'avoir comme ça chaque jour en direct les rédactions locales, que ce soit à Bernay, à Évreux, à Fécamp, au Havre, j'en oublie, à Yvetot. Il y en a tellement qu'on n'arrive jamais à toutes les dire de mémoire. À bientôt, Audrey. Au revoir. À bientôt, au revoir. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas si on se fait un petit point avec Jocelyn Calto et son pain du confiné. On peut essayer juste pour finir, si on arrive à le joindre. Allez, si on arrive à le joindre. Je voulais juste préciser, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le chiffre, l'ARS hier a communiqué sur 32 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital. Voilà, je cherchais le chiffre depuis tout à l'heure, mais qui est dans Paris-Normandie ce matin. Voilà, ça fait aussi partie des bonnes nouvelles à retenir. D'accord. Vous travaillez sur quoi, Thomas, puisque vous contribuez à la rédaction, bien sûr, du journal papier. Qu'est-ce qui est prévu dans vos articles? Alors, on l'a dit, demain le sujet des EHPAD dans notre édition de demain. Moi, à titre personnel, c'est une question qui est revenue régulièrement chez les internautes, par les internautes ici sur ce plateau. C'est la question des sans domicile fixe. Oui, c'est revenu souvent, oui. À cette occasion, moi, j'ai eu l'occasion, de rencontrer des sans domicile fixe ce matin à côté du journal sur les quais les quais rive gauche de la Seine. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs SDF sur la façon dont ils vivent la situation, puis surtout à l'heure où tout le monde doit rester chez soi, comment font ceux qui sont obligés de rester dehors. Donc voilà, c'est un sujet qui sera pas dans notre édition de demain, mais pour les jours qui viennent. Très bien. Et puis pour terminer, comme c'est l'heure du déjeuner, formidable, on l'a en ligne. Jocelyn Calto, bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est lui qu'on a en ligne, c'est le boulanger, voilà, votre image apparaît, votre photo apparaît, Jocelyn. Effectivement. Voilà, donc c'est vous qui avez inventé ce pain du confiné. Bon, on va pas redire ce que c'est parce qu'on l'a dit plusieurs fois, on a diffusé votre sujet filmé, mais on a envie de savoir comment ça marche. Ce matin, je suis allé le chercher moi-même et puis j'ai vu qu'il y avait du monde sur le trottoir, il y avait la queue. Alors ça marche, ça prend ? Et effectivement, on était un peu surpris avec ma femme. On s'est dit, quitte à ce que les gens restent chez eux, autant faire un gros pain d'après-guerre comme on avait dans les années 30-40. Parce que notre président l'a très bien dit à plusieurs reprises, c'est la guerre. Donc autant faire des pains de guerre. Et on s'est dit, justement, vu qu'on est tous solidaires un peu les uns les autres, autant aussi casser le prix et puis dire, on fait un prix de revient parce que moi, j'ai mis tous mes salariés en chômage partiel dû le baisse de l'activité. Donc je me suis dit, autant mettre à prix que ça me revient et puis que tout le monde soit solidaire et que tout le monde puisse en profiter. C'est une belle initiative. En plus, vous ne le vendez pas cher, puisque c'est 4 livres, donc ça fait 2 kilos. C'est 3,50 €, si je ne m'abuse. C'est mon prix comme je vous ai dit juste avant, c'est mon prix de revient et... je me suis dit, j'en ai parlé avec mon ami justement, c'est du blé français, sans additif, de la farine de tradition. Et j'en ai parlé, j'ai fait, écoute, par rapport au prix de la farine que ça me revient, je
ça me revient à 3,50 €. Alors en régie, on me fait une farce, on me demande on me dit, on ne sait pas si c'est toi qui es tout petit ou si c'est le pain qui est gros. Non, mais je crois que le pain est vraiment très gros. Hein. Par rapport à la photo? Non, par rapport à la vue on me voit en train de tenir le pain. Mais en fait, plus sérieusement, ce pain-là, il est destiné à tenir quoi, la semaine, plusieurs jours. C'est ça, c'est le but, c'est que en fait les personnes puissent, sur une famille de 4 personnes, ce pain-là peut faire tenir 5 jours. Et je le passe à Thomas. Moi, je le vois comme ça, je me dis, pour une famille de 4 personnes, 5 jours, ça m'a l'air d'être assez raisonnable. Après, génial. Suivant ce qu'on mange, suivant ce qu'on a. Après, le petit plus qu'il y a sur le pain de confiné, comme là on a fait, j'ai apporté un levain naturel. Ouais. Donc, du coup, on a une plus longue conservation. Une plus longue conservation, super. Voilà. Très bien. Alors, encore une fois, pas de panique. Hein. On sait passer le pain avec Thomas, mais là, c'est juste la fin de l'émission. On ne va pas porter nos mains à notre visage et on coupe l'antenne et on va tout de suite se laver les mains, évidemment. Il fait 1 mètre, hein, de toute façon. Voilà, il fait 1 mètre. Il fait presque 1 mètre. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci. Merci. Au revoir, boulanger à Darnétal. Voilà, c'était encore un programme assez dense aujourd'hui. On se retrouve si vous le voulez bien. Et en tout cas, on a besoin de vous. Hein. On a besoin de vous pour faire ensemble ce programme. Vous serez là, Thomas, demain? Je serai là, oui. Et puis alors, Anthony, Anthony sera là, puisqu'Anthony nous est réclamé avec sa fameuse chemise à fleurs. Un grand merci à toutes et tous d'avoir contribué à ce programme qu'on ne pourrait pas faire sans vous. Voilà, c'est cet esprit. Soyons tous solidaires. Et on termine, comme à chaque fois, avec les Diepois créatifs qui nous gratifient de cette petite séquence vidéo. C'est la chronique d'une confinée. Ce sont des amateurs qui font ça. Regardez. Ciao Thomas. À demain Sylvain. Voilà, et à demain à toutes et tous. Et bon déjeuner et bonne journée. Et restez chez vous. Et alors, chérie, qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais bien, je te l'avais demandé. Quoi donc? Bon, c'est histoire de s'amuser un peu pendant le confinement. Ah, bon allez, pour te faire plaisir. Je vais prendre celui-là, ce sera parfait. Mon cœur, tu me laisses choisir les accessoires? Mais bien sûr, vas-y. Alors... oui, je vais prendre ça. Ça peut toujours servir. Ça, non, ça... Ah, mon cœur. Oui. On choisit le scénario ensemble, j'ai fait une présélection. Allez, si tu veux. Alors, petit 1. Muy caliente sur le sable des tropiques. Oh là. Bon. Non. Petit 2. Ambiance pure au cœur des paysages glacés d'Arctique. Oh là là, c'est froid ça, non. Le 3, c'est chevaucher dans le Grand Canyon. Ah. Eh ben t'as commencé sans moi? Oh bah oui, mais tu travaillais, je voulais pas te déranger. Oh. C'est pas grave, on a qu'à remettre depuis le début, c'est pas grave. Allez. Yeah. Oh, c'est génial.